Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, vous vous sentez perdu face aux injonctions contradictoires des grands experts en parentalité. Eh bien, vous allez nous remercier, si, je vous promets, puisque nous accueillons aujourd'hui une autrice qui a lu des milliers de pages de recherche pour faire le tri entre ce qui relève de la croyance et ce qui relève du fait scientifique. Marie Chétrit est l'invitée du Grand Oral. Nanty-Sèche, nouvelle formule en cette année 2025. On réveille sa culture générale toute cette semaine en partenariat avec les arènes BD. L'histoire de la conquête spatiale. Question du jour qui était les Mercury 13, Mercury 13 on dit aussi. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Arnaud Delalande. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris. Sujet des années collège aujourd'hui, vous le savez, Amélie, elle vous parle souvent de son CDI, son centre de documentation et d'information. Mais c'est quoi au juste un CDI? Elle vous le dira. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Marie Chétrit, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Vous vous présentez, on va vous représenter comme mère et belle-mère de 4 enfants âgés de 5 à 16 ans. Alors maintenant, un petit peu plus. Un peu plus maintenant. Voilà. Oh, d'accord, combien plus? Beaucoup plus. De 9 à 19. Ah oui, comme le temps passe. Et dans la vraie vie, allais-je dire, même si c'est une vraie vie que celle de mère et belle-mère, docteur en sciences et chercheuse. Et vous publiez chez Solar un ouvrage extrêmement précieux, le guide anti-fake news de la parentalité. Il est précieux à 3 égards au moins. D'abord, il est par sa forme accessible à toutes et à tous, puisqu'il part de questions que tous les parents ou les beaux-parents d'ailleurs se posent ou qu'on leur pose un jour ou l'autre. Ensuite, il est écrit dans un style à la fois précis, accessible et souvent dédramatisant. Et enfin, il se fonde sur une lecture très attentive des recherches scientifiques, les vraies, pas les fameuses études d'une université américaine dont se prévalent tonton René ou telle influenceuse experte autoproclamée en parentalité. Si vous le voulez, j'ai bien aimé le bouquin en somme, hein, c'est clair comme ça. On va commencer, si vous le voulez bien, avec la polémique qui a enflammé les médias l'an passé, le fameux time-out. Rappel de la définition pour commencer. Le time-out est un moment de retrait où l'enfant va être mis à l'écart de tout stimulus parental, puisque la présence parentale en soi est un stimulus pour l'enfant qui va pouvoir renforcer certains comportements, y compris des comportements parfois indésirables. Donc quand on veut faire cesser un comportement indésirable, on va extraire l'enfant de la présence parentale pour l'isoler quelques instants, pas très longtemps, et ainsi permettre à l'enfant et aux parents de redescendre en pression et de recommencer la relation dans de bonnes conditions. Alors, il y a eu un grand combat entre les pros et les anti-time-out. Les pros time-out disant que quand on n'en peut plus, c'est bien normal d'éloigner l'enfant, et quitte à lui faire passer un moment un petit peu désagréable. Les anti-time-out disant que tout ça était absolument abominable et qu'il ne fallait pas faire souffrir les enfants. Que dit la recherche ? Alors la recherche dit que le time-out, quand il est pratiqué dans des conditions correctes, c'est-à-dire avec bienveillance, dans le calme, pour une durée limitée, n'a aucun effet délétère sur l'enfant ni sur la relation ultérieure avec les parents. À côté de ça, le problème du time-out, c'est que très souvent, il est pratiqué à tort et à travers par des parents qui sont exaspérés, qui crient, qui hurlent, qui peuvent en arriver à maltraiter l'enfant physiquement pour l'emmener dans sa chambre. Donc ça, c'est pas le vrai time-out. Le vrai time-out, il faut pas attendre d'être excédé pour le mettre en pratique. C'est un moment où on essaye d'apaiser. Le but, écrivez-vous, n'est ni de faire souffrir l'enfant, ni de lui faire peur. On oubliera donc le time-out dans un placard à balai ou la cave pleine d'araignées. Au fond, à vous entendre, il ne mérite ce time-out ni tant d'honneur, ni tant d'indignité. C'est une façon comme une autre, à un moment donné, d'essayer de calmer le jeu quand c'est fait j'allais dire, dans les règles de l'art. Oui, tout à fait. Le but du time-out n'est pas de faire souffrir l'enfant. C'est simplement un outil éducatif parmi d'autres, mais c'est loin d'être le seul, qui prend son sens dans une éducation qui est bienveillante, aimante, et chaleureuse. Évidemment, le time-out seul n'a pas d'intérêt, mais il prend son sens quand l'enfant est par ailleurs encouragé, qu'on pratique le renforcement positif pour lui apprendre les bons comportements qui vont remplacer les comportements qu'on veut éliminer. C'est quoi le renforcement positif? Alors ça, je vous pose la question parce qu'on la retrouve beaucoup dans le bouquin. Oui, le renforcement positif, c'est une attitude parentale qui va permettre que l'enfant ancre des bons comportements. C'est-à-dire, au lieu de toujours mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez l'enfant, on va au contraire valoriser les bons comportements, c'est-à-dire l'enfant qui joue calmement sans taper son frère avec son jouet, le moment où il est calme en train de lire sur le canapé, enfin, les comportements, on va dire, prosociaux, les comportements positifs. On va venir
mettre le doigt dessus et féliciter l'enfant à ce moment-là. C'est vrai qu'en tant que parent, on a plutôt souvent tendance à remarquer les mauvais comportements et à dire « calme-toi, arrête, tais-toi, c'est trop », plutôt qu'à venir féliciter quand tout se passe bien, ce qu'on arrive à considérer comme normal. Alors qu'en fait, non, pour un enfant, c'est pas forcément normal d'être calme ou de se comporter gentiment avec son frère ou sa sœur. Donc, c'est ça le principe. Le principe, c'est d'encourager les bons comportements par la félicitation ou par les récompenses éventuellement usées avec discernement. Le caractère hyper explosif de la querelle du time-out l'année dernière, comment vous l'expliquez? C'est lié à la pression qui aujourd'hui pèse sur un certain nombre alors souvent de femmes, il faut le dire, parfois de pères aussi, en tout cas de parents, en matière d'éducation, et que il y a plus de pression peut-être qu'il y a 15 ou 20 ans? Oui, il y a beaucoup plus de pression parce que les parents sont nourris de contenus extrêmement variés sur les réseaux sociaux, dans les magazines parentaux. Des conseils qui peuvent être parfois très contradictoires, donc ils ne savent pas trop à quel sens vouer. Et ça génère beaucoup de confusion en fait dans les comportements des parents et une espèce de polarisation qui est aussi favorisée par la médiatisation, une polarisation des camps où on devient sommé de choisir son camp, alors que dans la vraie vie, on pioche un petit peu dans toutes les techniques pour pouvoir éduquer son enfant. On n'est pas obligé d'être pro-time-out et anti-time-out. D'ailleurs, ça n'a pas grand sens puisque on ne va pas utiliser que le time-out comme outil éducatif. À quel sein se vouer? Vous, le sein auquel vous nous invitez à nous vouer, c'est le sein de la science. Et en même temps, vous nous dites assez vite que quel que soit le sujet, finalement, un enfant, c'est pas un rat de laboratoire. Dans la plupart des cas, écrivez-vous, la réponse de la science, c'est « ça dépend ». Oui, ça dépend beaucoup du contexte. On le voit avec toutes les études qui sont utilisées pour appuyer des discours et apporter des arguments scientifiques. Ces études sont réalisées dans un contexte très particulier, avec un modèle expérimental très particulier. Alors, parfois, il y a aussi extrapolation d'études réalisées sur les animaux, alors voilà leur intérêt. Mais parce que ce qui est très intéressant, c'est que souvent, sur plein de sujets, vous nous dites, ben oui, telle idée vient effectivement d'une étude scientifique, d'une université américaine, et parfois c'est une université très digne, et ce sont des chercheurs très respectables, mais faites attention, elle a été faite sur des rats. Ou faites attention, elle a été faite sur une cohorte très particulière, assez réduite, d'enfants qui présentaient tel et tel type de caractéristiques qui ne sont pas du tout représentatives. Donc en fait, c'est ça qui rend l'information tellement compliquée, et c'est là aussi tout le prix de votre bouquin, c'est de les avoir lus et de ne pas s'être contenté du résumé. C'est qu'en fait, ces études existent, simplement on les instrumentalise d'une certaine manière. Voilà, c'est exactement ça. Les études sont instrumentalisées pour asseoir l'autorité de certains discours. Et elles ne peuvent pas être applicables à toutes les situations de la vie quotidienne d'un enfant. Et puis, ça vient un peu dire que chaque comportement parental doit être assis sur une base scientifique. Mais je veux dire, c'est pas ça la vraie vie de parent. Absolument. Il y a aussi les passages abusifs du particulier au général dans un certain nombre d'études. Et ça, vous prenez des exemples sur, par exemple, les effets apocalyptiques du cortisol sur le cerveau. Donc, on dit, typiquement, on l'utilise pour le time-out, d'ailleurs, en disant, si vous criez sur votre enfant, que vous lui... Enfin, le time-out mal appliqué, hein, mais si vous lui criez dessus, ça va lui détruire le cerveau, il sera asocial et il terminera SDF. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Alors, le cortisol, donc, c'est une hormone qui est vitale, qui joue un très grand rôle dans la physiologie. On lui prête des rôles très délétères pour la physiologie des enfants. En particulier, on lui prête des propriétés de toxicité neuronale. Alors, c'est vrai que ça peut avoir de tels effets, mais dans des situations de stress très intenses, on ne peut pas généraliser ça à des petites interactions quotidiennes, à un enfant qui n'est pas content de quitter le square ou des choses comme ça. Ça n'a strictement rien à voir. On n'est pas en train de lui faire rater le concours d'entrée à Polytechnique. Idem du shoot d'oxytocine que provoquent les câlins. Faites des câlins, il y aura de l'ocytocine. Tout le monde est très heureux, mais en fait, ça a été, il faudrait de telles doses pour vraiment rendre heureux que le câlin ne suffit pas. Mais par contre, c'est bien de faire des câlins, quoi. C'est bien de faire des câlins, il y a pas besoin. Mais pas pour l'ocytocine. Les câlins, c'est agréable. Le guide anti-fake news de la parentalité, les réponses de la science à toutes vos questions, c'est aux éditions Solar dans la collection Bien-être, et on en parle aujourd'hui avec Marie Chétrit. Pour l'instant, petite pause culture G, ça aussi fait du bien à la santé, la culture G, la conquête spatiale, Arnaud Delalande.
En cette année 2025, depuis le début du mois, on révise sa culture générale dans l'Anti-Sèche. C'est la nouvelle formule de l'Anti-Sèche. Et au programme cette semaine, on révise la conquête spatiale. On le fait en partenariat avec les arènes BD. La question du jour, qui était les Mercury 13, les Mercury 13. Arnaud Delalande, bonjour. Bonjour. Je mets l'accent, on va comprendre pourquoi. Vous êtes auteur de plusieurs romans parus chez Grasset, chez Robert Laffont. Prolifique auteur de bande dessinée, scénariste du moins. Vous signez L'Odyssée de l'espace, une histoire de la conquête spatiale. Superbe ouvrage illustré par Éric Lambert en partenariat avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. Il y a aussi la Société astronomique française qui est de la partie. Et il faut la citer, Nathalie Tingeot, chef du projet Histoire à l'agence spatiale européenne, qui a vérifié en fait que la taille des boulons était bien la bonne, et que chaque date était exacte. Voilà. C'est un ouvrage hyper documenté. Alors, nos Mercury 13. Eh bien, nos Mercury 13, ce sont des femmes, parce qu'il y a eu les premiers astronautes, n'est-ce pas, qui étaient les Mercury 7, c'est-à-dire les fameux pionniers de l'étoffe des héros, hein, le premier groupe d'astronautes qui a été constitué après la création de la NASA. Et il a été question à un moment donné, effectivement, de faire un groupe féminin qui était donc Mercury très tôt, 13. Assez tôt, effectivement. Voilà. Mais malheureusement, le projet n'a pas pu aboutir. Sans doute que c'était pas mûr à ce moment-là. Alors même qu'elles ont, aux évaluations, les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats que les hommes. Eh oui, mais le monde a changé. Voilà. Alors maintenant, elles font leur entrée quand même dans tous les staffs de corps d'astronautes. Mais à l'époque, on se dit, bon, elles sont meilleures, mais c'est pas... C'était un peu compliqué. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, on a Sophie Adno, par exemple, depuis 2023, je crois, qui a rejoint le corps des astronautes de l'ESA. Bon, il y en a chinoises, etc., américaines, bien entendu. Donc, dans la grande compète États-Unis, Union soviétique, d'ailleurs, l'Union soviétique gagne à plat de couture, hein, puisque Valentina Tereshkova part en 1963 dans l'espace. Donc, c'est quoi, 2 ans après Gagarin c'est 61, si je me souviens bien. Donc, ils ont quand même été extrêmement fortes. Ce sont donc les hommes qui posent les premiers un pied sur la Lune, et c'est une expédition hyper documentée, et ça, vous la racontez, oui, parce détaillé, c'est quand même un moment énorme. C'est un moment gigantesque, et on voulait faire partager ce moment, évidemment, et son côté dramatique, et puis son côté, c'était effectivement le pas de géant pour l'humanité. Alors, elle a été préparée, hein, puisqu'il y a eu Apollo 8 déjà, qui a tourné autour de la Lune, et ils ont lu les versets de la Genèse, en s'offrant la Lune pour Noël sur les écrans, sur les radios américaines, et puis 9, 10... Je vous coupe, pas de géant pour l'humanité, ça on est sûr qu'il l'a dit, Armstrong, en posant le pied. Ce qu'il y a juste avant, on n'est pas tout à fait sûr. Est-ce qu'il a dit que c'était un petit pas pour l'homme ou pour un homme? En gros, est-ce qu'il parlait de l'humanité entière ou de lui-même? Non, il parlait de l'humanité au sens... quand même. Il parlait de l'humanité au sens générique. J'en suis même assez sûr. Non, parce qu'en fait, il a insisté, par exemple, Armstrong, pour que sur des questions de détail sur le drapeau, pour qu'on comprenne bien. Ils ont présenté le drapeau américain, mais dans l'insigne de la mission Apollo, que, par exemple, les chiffres puissent être compréhensibles par tous, etc., qui est en fait... Donc, ce ne sont pas les chiffres romains, les chiffres arabes, etc. Exactement. Premier geste quand même des astronautes, juste avant de poser le pied sur la Lune, jeter les poubelles. Oui, ça fait partie des petits détails, effectivement. Alors c'était pour s'alléger, hein, c'est pas parce qu'ils voulaient polluer, mais enfin le résultat est quand même là. Oui. Mais bon, l'intérêt de la séquence, c'est qu'on a pu en avoir la transcription exacte en fait, des relations, des dialogues qu'il y a entre la NASA et les astronautes sur à peu près toute la durée du vol. Donc elles sont parfaitement exactes, et c'est plein de suspense, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'Armstrong a dépassé le site d'alunissage de 7 km quand il arrive, l'ergol diminue, l'ergol c'est le carburant. Voilà, on a une possibilité de crash quand même. Alors, il atterrit en manuel, et il faut savoir que la puissance de l'ordinateur de bord de cette époque, c'est celle d'une calculette d'aujourd'hui. Hein. Absolument. On disait il y a quelques années d'ailleurs que pour l'ensemble du programme Apollo, on avait utilisé moins de puissance de calcul que ce qu'il y a dans un iPhone aujourd'hui. On a dans nos poches plus de puissance de calcul que ce qui a permis d'envoyer l'homme sur la Lune à l'époque. Dernière chose que j'ai apprise en vous lisant, cet équipage d'Apollo 11, il arrive, il est attendu par le monde entier, et il reste dans un module de quarantaine pendant 21 jours. Oui, alors au retour. Ouais, oui. Hein. Ah bah oui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas. Les familles, quoi. Non, ils sont dans une espèce de petite trucs blindés, là, de petites cahuttes blindées, et ils reçoivent la visite du président qui vient faire un petit coucou. Tout le monde vient voir, mais derrière le hublot. Voilà. Bah oui, parce qu'on ne savait pas encore, c'était quand même voilà ce qui se passait, donc il fallait s'arranger comme on ferait une quarantaine aujourd'hui au retour de l'espace. Ça a nourri aussi des films de science-fiction. Ils n'ont pas ramené de virus ni d'aliens, mais enfin, ils auraient s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. L'exploration continue, en tout cas, une seule fusée pour 2 missions lunaires. Il y a 2 entreprises privées, une américaine et une japonaise, qui le 15 janvier dernier sont envolés vers la Lune. C'est quand même une nouvelle illustration de l'importance aujourd'hui encore de la conquête de la Lune, et également de la place du secteur privé. On se retrouve, Arnaud, demain, toujours autour de cette Odyssée de l'espace, histoire de la conquête spatiale qui vient de sortir aux arènes BD. Et demain, on se retrouve autour de la question suivante. Quel fut le premier être vivant à voyager dans l'espace? Spoiler alerte, il y a un piège. Grand oral, la suite. Autre sujet inflammable qui est abordé dans le bouquin, la tétine.
La tétine. Avec des recommandations actuelles qui sont de favoriser un usage raisonnable, mais on ne la jette pas à la poubelle non plus. Non, on ne la jette pas à la poubelle. La tétine peut sauver des nombreux parents d'enfants qui ont des coliques ou qui ont un besoin de succion très très important. Après, la tétine a été accusée de nombreux maux, en particulier d'altérer les capacités d'empathie de l'enfant, ce qui repose sur des études quand même extrêmement anecdotiques, qui n'ont pas été confirmées et réalisées là encore dans un modèle expérimental qui n'a rien à voir avec la vraie vie, puisqu'il s'agit de photos de bébé, d'un bébé unique, présentées à différentes femmes avec la bouche cachée ou non par une tétine. Donc une photo, par définition, c'est plat, ça pleure pas, ça bouge pas les bras et les jambes, voilà. Donc il faut faire très attention à ça. Donc il y a cet aspect de l'empathie qui est absolument pas confirmé ni fondé, et il y a aussi la question des troubles de la parole. Les recommandations actuelles sont tout à fait raisonnables, c'est-à-dire limiter peut-être la tétine au temps de câlin et de repos, limiter son usage en journée pour que l'enfant puisse quand même s'exprimer. Mais à l'heure actuelle, les troubles de la parole sont une problématique qui est très complexe, qui fait intervenir des questions physiologiques au niveau des organes phonateurs, qui fait intervenir le cerveau. Donc la tétine est un élément là-dedans, mais il est juste un élément et elle n'a pas de responsabilité prépondérante dans les troubles de la parole. On continue avec une autre idée reçue. Est-il vrai que les écrans rendent les enfants complètement débiles ? C'est la question qui fâche. Comme tous les parents, moi je suis confrontée à la lutte pour réguler les écrans avec mes enfants. Alors, j'avoue avoir été surprise moi-même en faisant la bibliographie pour rédiger ce chapitre. Parce qu'au début, un peu comme beaucoup de gens, vous étiez en train de dire oui, ça les rend débiles, il ne faut pas qu'ils y aillent. Oui, c'est très pas bien, etc. C'est pas bien. Bon, dans les faits, il faut vraiment des doses d'exposition massive à la télévision ou au contenu des écrans par jour pour que ça ait un réel impact. Et finalement... Dose massive, on parle de 7 heures, si je me souviens bien. C'est ça, c'est de l'ordre de 7 heures d'exposition par jour, ce qui est monumental. Ouais. Ce qui est montré, c'est que il y a un impact sur les tout petits bébés, ces bébés qui sont laissés beaucoup devant la télévision parce que ça va venir perturber les séquences de jeu et les séquences de jeu seront moins productives parce que le bébé est moins concentré sur son jeu. Donc là, il y a, oui, un impact. Et puis il y a des disparités sociales extrêmement importantes et ça aussi, ça ressort dans les études. Et ça, c'est extrêmement important et c'est l'enseignement des grandes cohortes d'études de l'enfance, ELF et EDEN, qui ont été lancées en France. Donc ils suivent des enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Pour l'instant, ils en sont là. Et qui montre que les effets des écrans sont très très faibles dans les familles qui sont favorisées socialement et culturellement, alors que par contre, ils sont beaucoup plus importants dans les familles moins favorisées. Voilà, c'est ça le grand enseignement. Donc il y a à la fois le temps d'écran et ce qu'on regarde sur les écrans et on continue à éviter les écrans pour les tout petits. Beaucoup de concepts à la mode nous viennent d'Amérique du Nord. Ils sont parfois très très sérieusement tordus en traversant l'Atlantique. Ils arrivent très très jetlagués. Par exemple, le Quality Time qui vient en fait du Canada. Alors c'est cette idée du temps de qualité. Vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps avec votre enfant, mais alors si vous en faites du temps de qualité. Mais c'est quoi le temps de qualité ? Alors le temps de qualité, contrairement à ce qui est véhiculé un petit peu partout, c'est pas des moments exceptionnels comme je sais pas, aller chez Disney ou voilà, c'est pas du tout ça. C'est simplement partager des moments avec son enfant en lui lisant un livre, en faisant un gâteau ensemble, en discutant tout en essuyant la vaisselle. Enfin, c'est vraiment des petits moments partagés. Donc, faut pas que les parents s'imaginent que c'est des choses exceptionnelles, le quality time. C'est du temps passé ensemble, l'un pour l'autre, sans être dans le faire ou vraiment dans quelque chose, sans être speed, quoi. Faut être cool avec son enfant, parler avec lui. Et là où on peut éviter, alors que ce soit Disney ou d'autres, mais l'expérience Waouh, qui par ailleurs peut coûter extrêmement cher, c'est que vous nous expliquez aussi que la perception que les enfants ont des bons moments passés avec leurs parents, c'est pas forcément, ça ne renvoie pas forcément à ce que les parents imaginent. Non, les enfants apprécient les choses un petit peu exceptionnelles, les sorties un peu remarquables, mais ce n'est pas forcément ça qu'ils retiennent du temps passé avec leurs parents. Ils aiment partager du temps, c'est ça qui leur plaît. Ouais, donc quand même, le temps de qualité, c'est un peu de temps en quantité aussi. Il y a quand même cette idée de présence. Voilà. Alors, c'est pas on ne peut pas remplacer en fait le temps perdu. On ne peut pas remplacer le temps perdu, mais passer beaucoup de temps avec son enfant, ça ne veut pas dire passer 15 heures par jour dans la journée avec lui. Ça veut dire avoir des plages de temps où on va faire des choses ensemble,
en étant là, vraiment présents l'un pour l'autre. C'est ça le temps de qualité. Et pourquoi ne pas trouver nos moments de qualité dans la simplicité du quotidien, écrivez-vous. Exactement. C'est une sorte d'hymne à la... Oui, c'est tout à fait ça. C'est la vie partagée en famille. La vie toute simple. Il y a un autre concept qui nous vient des États-Unis, le parent hélicoptère. D'abord, vous nous résumez le concept ? Le parent hélicoptère est un parent qui va être dans la surveillance et l'anticipation permanente de tout ce qui pourrait venir perturber son enfant. Alors, il y a plusieurs variantes. Il y a le parent tondeuse qui est là pour éliminer les obstacles devant les pieds de l'enfant. Le parent hélicoptère, enfin, voilà, tout ça, c'est des déclinaisons. Il débarque dès qu'il y a un truc. Dès qu'il y a un truc, il est là pour surveiller, pour éviter les déconvenues à son enfant. Et ce qui est démontré pour le coup vraiment, c'est que cela génère des troubles anxieux chez les enfants à l'âge adulte. C'est-à-dire les adultes qui ont eu des parents hélicoptères durant leur enfance sont beaucoup plus stressés, beaucoup plus anxieux et ont moins confiance en eux. Parce qu'ils n'ont pas appris finalement à résoudre les problèmes eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à résoudre les problèmes par eux-mêmes et on les a toujours résolus pour eux. Vous suggérez, de ce point de vue-là, de leur lâcher un petit peu, raisonnablement, précisez-vous, la bride. C'est compliqué à trouver cet équilibre. C'est compliqué à trouver, surtout qu'on vit maintenant dans un contexte qui est extrêmement hétérogène, mais par exemple en grande ville, c'est vrai qu'on n'a pas envie de laisser son enfant sortir seul dans la rue. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi une médiatisation des faits divers qui est extrêmement angoissante pour les parents, et c'est bien compréhensible. Mais quand on regarde les faits, le monde est quand même globalement plus sûr maintenant qu'il y a une trentaine d'années. Donc, ce sont des peurs qui sont très entretenues médiatiquement parce que tout est dit, tout est diffusé, tout est médiatisé à l'instant même où ça se passe. Et ça a un effet quand même très délétère. Ça, et puis la conception des villes actuellement qui n'est plus faite pour les enfants. Alors, il y a quelques exemples, néanmoins, de villes faites pour les enfants. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des villes qui tentent de faire ça. Je me souviens d'une expérience en Inde, notamment, qui a été faite par Kiran Bersetti, je crois que je n'écorche pas son nom, Design for Change. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder les photos. Vous pouvez trouver ça sur Internet assez facilement. Et des problèmes qui se posaient pour les enfants, c'était la difficulté à traverser les rues dans cette ville indienne. Et ils ont imaginé un jour des enfants, et où en fait, vraiment, la ville tourne autour des enfants. Et ils ont refait complètement les passages piétons, très colorés, très larges, très joyeux. Et ça a fonctionné, au moins pendant un temps. La plus importante ou les plus importantes des qualités pour les parents, quand on vous dit, c'est finalement, vous le dites, la décontraction et votre confiance en vous. Et ça, c'est pas évident quand même. Avoir confiance en soi quand on est parent, non, c'est jamais. Pas déjà dans la vie, mais mais a fortiori quand on est parent, non. Plus quand on est parent, oui, parce qu'on est entièrement responsable d'un petit être et que les attentes en termes de compétences parentales ont beaucoup évolué. Enfin, c'est en se développant. Autrefois, quand notre enfant, on l'amenait vivant à l'âge adulte, en bonne santé, je pense qu'on avait fait son job de parent. Maintenant, ça va bien au-delà de ça. Donc, effectivement, avoir confiance en soi en tant que parent, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors vous, votre truc de confiance en vous, c'est quoi? C'est d'écluser des milliers de pages de recherche scientifique en essayant de... Non, pas tellement. Enfin, moi, personnellement, j'ai été maman un petit peu avant cette grande vague des réseaux sociaux, donc je pense que ça m'a aussi préservée de trop me comparer, d'être toujours en train de voir ce que font les autres. Pour les jeunes mamans, c'est beaucoup plus dur parce qu'elles baignent là-dedans. Donc le conseil, c'est peut-être surtout de prendre du recul par rapport à ces contenus et d'oser faire confiance à son instinct. Parce que certains parents en arrivent à ne plus se fier à leur instinct ou à leur ressenti, mais à se fier à des conseils extérieurs. Le guide anti-fake news de la parentalité, ouvrage extrêmement précieux. Je n'ai pris que quelques thèmes parce qu'on ne pouvait pas tout traiter. À charge pour vous de le lire. C'est, de mon point de vue, une lecture tout à fait accompagnante, aidante et chaleureuse pour répondre aux questions que l'on peut se poser. Et en plus, on a les sources scientifiques, pour une fois, de toutes ces fameuses études d'une université américaine qu'on peut nous citer. C'est Marie Chétrit qui le signe, Solar Bien-être. Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, Marie. On va pousser les portes d'un CDI aujourd'hui, celui d'Amélie Paris. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Vous savez qu'on fête une sorte de... C'est pas vraiment un anniversaire, mais un numéro un peu spécial aujourd'hui. Presque, oui. 100 chroniques. 100e chronique, les années collège. On a décidé de reprendre les bases. Oui. Je vous ai toujours présenté en précisant que vous étiez professeur documentaliste au collège Maurice Utrio, c'est à Paris dans le 18e, en réseau d'éducation prioritaire. Vous vous occupez donc d'un CDI, le Centre de documentation et d'information. On en a souvent parlé. Alors, celles et ceux qui vous regardent et qui ignorent qu'il y a un jardin dans votre CDI, c'est vraiment qu'ils n'ont pas fait gaffe. Mais on s'est dit que c'était une bonne idée pour cette 100e de nous rappeler un petit peu ce qu'est que ce lieu très particulier dans un établissement qui est un peu, vous aimez le dire, le carrefour des apprentissages. Mais oui, parce que c'est un lieu
lieu vraiment central dans la vie des collégiens, mais central aussi notamment pour sa position géographique. En tout cas, c'est le cas à Maurice-Utrillo, puisqu'il est au rez-de-chaussée, il est à l'entrée, donc il est vraiment facile d'accès pour les élèves, mais aussi pour les adultes. Alors c'est évidemment un lieu pour travailler, pour lire, pour s'informer, mais c'est aussi un lieu pour échanger, pour se rencontrer, puisque finalement, dans un établissement scolaire, à part la cour de récréation ou le réfectoire uniquement pour les demi-pensionnaires, rares sont les lieux où on peut se retrouver, enfin les élèves de différents niveaux peuvent se retrouver, et encore plus rare avec des enseignants dans un rôle qui est un petit peu différent. C'est donc un lieu pour sociabiliser, un lieu qu'il faut penser pour et avec les usagers. Alors justement, quand vous êtes arrivés, vous avez repensé ensemble, tous ensemble, l'espace, en vous inspirant d'un certain nombre de bibliothèques tiers-lieux, ou troisième lieu, comme on les appelle. Oui, ces bibliothèques nouvelle génération, qui sont souvent des lieux ouverts sur l'extérieur, et des grandes baies vitrées. Et donc, comme je le disais, ce CDI est situé au rez-de-chaussée et occupe une place centrale dans l'établissement. Donc, j'ai commencé par libérer toutes les ouvertures pour justement permettre à la lumière naturelle de rentrer, et surtout aux usagers de voir l'extérieur. J'ai aussi débarrassé les ouvertures qui donnent sur l'établissement, sur l'intérieur, pour avoir une vue vraiment traversante qui réaffirme cette place centrale du CDI. On le voit et surtout on nous voit aussi à l'intérieur du CDI. Et comme beaucoup, le CDI est un grand espace, donc il a fallu créer différentes il y a des subdivisions, je crois qu'il y en a 4, c'est ça? C'est ça, il y a un espace informatique, il y a un espace de travail avec des tables modulables pour créer facilement, pour pouvoir travailler facilement en groupe, donc à 3, 4 ou 5, un espace de lecture évidemment avec du mobilier confortable et attirant, et un espace cocon avec 2 fauteuils d'écoute isolant du bruit. Je n'ai pas parlé du jardin. Il y a 2 trucs, c'est le jardin et les fauteuils d'écoute. Normalement, on les a une chronique sur 2. Ça, j'ai pas mis. Alors, il a été repensé donc avec les élèves pour créer cet environnement agréable et stimulant dans lequel les élèves se sentent bien, un lieu de bien-être favorisant les apprentissages. Repenser avec les élèves, c'est fondamental parce que pour vous, le CDI, c'est pas seulement un espace de travail, de lecture, ce que vous venez de nous décrire, mais aussi un endroit qui est fait pour accueillir les besoins des élèves. Oui, complètement. Alors, à mon arrivée dans CDI, donc en 2021, bien, j'ai remarqué qu'un nombre important d'élèves étaient fragiles ou à besoin dans le domaine de la lecture, et qu'il y avait un manque d'investissement envers le roman. Alors, ils lisaient beaucoup de mangas, beaucoup de bandes dessinées, mais pas beaucoup de romans. Donc, j'ai créé un espace réservé aux lectures rapides, aux lectures faciles, valorisé dans un petit espace appelé Les Petits Lus, qui est moins comme ça discriminant, dans lesquels... Voilà, on trouve des collections pour élèves porteurs de troubles 10, mais pas que. Il y a aussi des romans avec des textes courts, avec une mise en page aérée, avec des thèmes proches des intérêts des élèves, avec de l'action ou de l'aventure ou de l'humour. Il y a des super collections d'ailleurs. Oui, comme chez Thierry Magnier par exemple, D'une seule voix chez Actes Sud, ou encore Pépix chez Sarbacane. Et en parallèle de ces ressources papier, le collège est abonné à une bibliothèque numérique inclusive Sondo, et tous les élèves ont accès depuis l'ENT à cette bibliothèque, parce que la lecture peut être plus facilement personnalisée, et c'est important, et surtout quand elle est numérique. Les élèves ne sont pas non plus des purs esprits, et donc quand vous les accueillez au CDI, c'est dans leur globalité, leurs besoins, leurs envies, on l'a dit, mais aussi leur corps. Et oui, surtout les corps adolescents, les corps en transformation. Alors le corps, en général, qui a du mal quand même à trouver sa place au sein de l'école, il est souvent mal considéré parce que trop perturbateur, encombrant. Et donc s'il y a vraiment un lieu où on peut accueillir le corps des élèves, c'est vraiment au CDI, donc l'accueillir avec un mobilier confortable dans lequel les élèves peuvent adopter une posture cool. Donc vous avez quoi, des poufs? On a des poufs, des assises innovantes, des tapis sur lesquels ils peuvent s'allonger aussi, donc ils peuvent vraiment se relâcher, et puis surtout adopter des alternatives à la position sérieuse, droite sur une chaise de l'espace classe. Et donc pour reprendre en fait le travail d'un géographe qui m'inspire beaucoup, Pascal Clair, lui qui a travaillé sur le concept d'habiter l'école, et bien moi j'aimerais que les élèves habitent le CDI. Merci beaucoup pour la description absolument passionnante de ce travail que vous avez effectué. Lieu tout à fait unique dans l'établissement que ce CDI, Carrefour des apprentissages. Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup aussi à Marie Chétrit d'être revenue sur le plateau de la Quotidienne pour son nouveau livre, Le guide anti-fake news de la parentalité chez Solar Bien-être. Merci aussi évidemment à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Koller à la préparation de cette émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Sully Vanier au son et Kylian Soula à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.